Donc, je vous souhaite la bienvenue dans ce quatrième et dernier webinaire organisé par la ville de Nancy dans le cadre de Moi sans tabac. Aujourd'hui, la thématique, ça sera le tabagisme et la gestion du stress. Coralie Oberhauser et Sandrine Charnier, psychologues au département des addictiologies, animeront cette conférence. Avant de débuter, je vous précise quelques éléments. Donc, ce webinaire est enregistré. Vous ne m'entendez pas? Ah. Alors, peut-être aller voir là-bas, du coup, s'il y a un... Il n'y a peut-être pas le micro qui est activé. J'ai peut-être pas activé le micro, tout simplement. Donc, avant de débuter, je vous précise quelques éléments. Donc, ce webinaire est enregistré et sera disponible sur la page YouTube de la ville. Et vous avez la possibilité de poser vos questions par écrit dans la rubrique questions-réponses et tout au long de la conférence. Et à la fin du diaporama, un temps sera consacré pour y répondre. Donc, je vais laisser la parole aux collègues. Ok. Bonjour à toutes et à tous. Avec ma collègue, on va vous présenter une présentation sur le tabagisme et la gestion du stress. Donc, je suis Coralie Oberhauser et je suis psychologue à l'hôpital de jour d'addictologie. Bonjour, donc moi je suis Sandrine Charnier, je suis psychologue à la Maison des Addictions de Nancy. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Nous, on y répondra à la fin de la présentation. Et donc, cette présentation, elle va se découper en deux parties. Donc, la première partie, je vais moi-même la mener, ça sera plutôt théorique. Et la deuxième partie, ça sera plus de la pratique. On va parler plus fort. Plus fort, d'accord. Et vous, quand vous parlez, il faut vous rapprocher légèrement de votre collègue parce qu'on ne vous entendait pas du tout. D'accord, ok. Vous parlez bien fort. Excusez-moi. Donc, on va parler bien fort pour qu'on nous entende. Comme dit, la présentation va se diviser en deux. Première partie, ce sera de la théorie, donc ce sera moi qui vais l'animer. La deuxième partie, ce sera avec ma collègue. Voilà. C'est ça. On va commencer le diaporama. Je vais pouvoir enlever mon masque du coup. Voilà. Hop. Ah oui. Alors, le tabagisme et la gestion du stress, on va d'abord commencer à définir ce qu'est le stress, parce qu'au final, on en entend beaucoup parler, mais on ne sait pas forcément le définir. On peut le définir comme une réaction normale de l'organisme pour l'aider à faire face aux exigences de l'environnement. Ces exigences de l'environnement, elles peuvent être positives, mais aussi négatives. Donc négatives, par exemple, vous apprenez une mauvaise nouvelle, et positive, ça peut être très bien la naissance d'un enfant, ça peut aussi être le fait d'avoir une augmentation et donc d'avoir plus de responsabilités, et ça va engendrer un stress. Le stress, il entraîne des changements physiologiques comme l'augmentation du rythme cardiaque, également l'augmentation de la tension artérielle, entraîne aussi des modifications émotionnelles. Donc souvent, vous allez avoir des émotions plus intenses, plus exacerbées, et également des comportements spécifiques. Donc par exemple, vous avez un travail à rendre, vous pouvez vous mettre au travail, donc affronter le problème en fin de compte, ou alors vous pourrez éviter la situation pour diminuer la tension émotionnelle et donc avoir un comportement d'évitement. Vous allez par exemple faire autre chose pour ne plus y penser. Alors, il faut savoir que notre niveau de stress, il dépend de l'évaluation de la situation. C'est-à-dire que dans une même situation, le niveau de stress sera différent d'une personne et de l'autre en fonction de comment on interprète la situation. Ça dépend de l'évaluation des enjeux de la situation. Donc, les enjeux de la situation, c'est est-ce que c'est une situation menaçante? Quel est le degré de menace en fin de compte? Est-ce qu'il va y avoir une perte ou non? Est-ce que c'est une situation qui est proche dans le temps? Et à cela s'ajoute l'évaluation de nos ressources. Est-ce que je suis capable de faire face à cette situation ou non? Est-ce que j'ai les capacités? Et donc les deux additionnés, ça va donner notre niveau de stress perçu. Donc le niveau de stress qu'on va ressentir en fin de compte. Il faut savoir aussi que le stress, il évolue dans le temps.
Donc, quand il y a quelque chose qui arrive, par exemple, vous avez un travail à faire en plus, vous allez être dans une phase d'alarme d'abord. Vous allez solliciter vos ressources pour pouvoir vous adapter à la situation et faire face. Donc là, il n'y a pas de souci particulier, votre organisme il est stimulé, vous êtes prêt à faire le travail. Imaginons que le stress y perdure dans le temps. Donc là, vous allez rentrer en phase de résistance. Donc vous faites toujours face à l'événement, vous y arrivez toujours, mais par contre, vos réserves, elles commencent à s'épuiser. Vous commencez peut-être à ressentir de la fatigue, à avoir des tensions musculaires. Donc il y a des petits signes physiques qui peuvent apparaître à ce moment-là. Si le stress y perdure encore plus longtemps, là, vous allez entrer en phase d'épuisement. Donc là, vous n'arrivez plus à faire face à la situation et ça peut avoir des conséquences sur la santé mentale. Donc vous pouvez être très anxieux, ça peut même mener à la dépression et également sur la santé physique. Donc ça, c'est un stress à long terme, hein. Ça peut engendrer par exemple des troubles cardiovasculaires. Donc c'est pour ça qu'il est intéressant de savoir gérer son stress en fin de compte, car ça peut avoir des conséquences sur la santé mentale et aussi sur la santé physique. Alors, on parle de stress, mais il faut savoir qu'il y a le stress positif et également le stress négatif. Le stress positif, c'est un stress qui va vous stimuler, qui va vous permettre de faire face à la situation. Donc, je vais vous donner un exemple. Je vais prendre toujours le même exemple, hein. Imaginons que vous avez un travail à plus à faire dans le cadre de votre boulot. Vous pouvez avoir des pensées du style c'est un challenge, je vais relever des défis, je me sens capable de le faire. Donc, ces pensées, elles vont entraîner une émotion. Là, j'ai mis un smiley, mais ça peut être de la curiosité, l'envie de faire cette situation. Bien sûr, vous aurez du stress, mais c'est un stress qui va permettre de vous activer, en fin de compte, hein. Et cette émotion, elle va vous permettre de vous mettre à l'action, de vous mettre, donc par exemple, de vous mettre au travail et pour pouvoir le rendre à temps. Donc l'action, pareil, qui va avoir aussi une influence sur vos pensées par la suite. Plus vous allez vous mettre au travail, plus vous allez avoir des pensées, ça va le faire, je vais y arriver, etc. Et ça tourne en rond. Donc ça, c'est dans le cadre d'un stress positif, tout se passe bien, vous arrivez à faire face à la situation. Imaginons dans le cas d'un stress négatif, vous pouvez avoir toujours la même situation, hein, donc vous avez un travail à rendre en plus. Les pensées, je ne vais pas y arriver, j'en suis pas capable, c'est trop difficile. Ces pensées, elles vont générer des émotions, donc ça peut être de l'anxiété, de la panique même, hein, donc des émotions plutôt désagréables à ressentir. Et donc peut-être pour faire face à la situation, vous aurez envie de fuir, donc faire la technique de l'autruche, et donc par exemple, vous allez faire autre chose pour diminuer la tension émotionnelle. Donc vous allez diminuer la tension émotionnelle à court terme, mais par contre, à long terme, vous n'allez pas résoudre la situation problème et donc ça va renforcer vos pensées, je ne vais pas y arriver. Donc voilà pour nos réactions face au stress. Donc savoir que le stress est utile, mais que dans certaines situations, il peut plus nous paralyser, nous embêter en fin de compte. Pour faire face au stress, comme on l'a vu dans la diapo suivante, on va mettre en place des actions pour maîtriser, tolérer ou diminuer l'impact de l'événement stressant sur notre bien-être. Ces actions, elles peuvent être centrées sur le problème ou centrées sur les émotions. Donc, centrées sur le problème, c'est les tentatives pour contrôler ou modifier la situation stressante. Vous allez essayer de faire face à cette situation, d'avoir une action pour la résoudre, enfin, pour résoudre le problème. Imaginons là, dans le cadre, vous avez un travail à rendre, et ben, vous allez vous mettre à bosser pour diminuer la situation stressante et pour pouvoir rendre le travail à temps. Ces actions, elles sont efficaces à long terme. Donc, une fois que le travail est rendu, le stress, il va s'arrêter, en fin de compte. Et pour les événements contrôlables. Vous ne pouvez pas l'utiliser pour des événements incontrôlables. Également, il y a des actions centrées sur les émotions. On peut utiliser ces sortes d'actions. Donc, c'est tentative pour modifier la tension émotionnelle. On veut diminuer le stress qu'on ressent. Ces actions, elles sont efficaces à court terme et pour les événements incontrôlables. Donc, par exemple, là, on a vu dans l'exemple précédent, faire l'autruche, donc vouloir éviter quelque chose. On va essayer de modifier la tension émotionnelle, de penser à autre chose et donc d'être moins stressé. Ça va être efficace à court terme, on n'y pense plus. Et par contre, à long terme, c'est un peu moins efficace. Par contre, ce serait très efficace pour les événements incontrôlables, hein. Donc, par exemple, vous apprenez une mauvaise nouvelle. Là, diminuer la tension émotionnelle, c'est plutôt pertinent parce que vous ne pouvez pas avoir de contrôle sur cette situation-là.
Et donc la cigarette, c'est une technique de gestion du stress centrée sur les émotions. Quand les personnes fument, en fin de compte, elles essayent de diminuer la tension émotionnelle, de diminuer le stress. Ce qui me permet de faire la transition, donc on va voir là ensemble les interactions entre le tabagisme et le stress. Alors, il faut savoir que la crainte de ne pas pouvoir contrôler le stress est l'obstacle à l'arrêt le plus fréquemment cité par les fumeurs. Le stress perçu est un motif important pour fumer. Donc, c'est-à-dire que les personnes, quand elles sont stressées, elles vont avoir tendance à plus fumer. Et les fumeurs font part d'un état de relaxation après avoir fumé. Donc, les personnes qui fument, elles disent que fumer, ça permet de se détendre en fin de compte. Donc, on peut se poser la question, est-ce que le fait de fumer diminue le stress au quotidien? Alors, en fait, les fumeurs ont un niveau de stress quotidien plus élevé que les non-fumeurs. Ils sont plus stressés que ceux qui ne fument pas. Et il faut savoir que la cigarette, c'est un excitant. Ça va augmenter votre rythme cardiaque et votre tension artérielle. Donc, en fin de compte, quand vous fumez, ça va stresser votre organisme. Donc, le fait de fumer ne diminue pas le stress au quotidien. Alors, on peut se poser la question, pourquoi les fumeurs ressentent un état de relaxation après avoir fumé? Or, l'état de relaxation est dû essentiellement à la prise de nicotine et donc à la diminution du manque. Donc, entre 2 cigarettes, vous allez être en manque de nicotine et donc le fait de fumer, ça vous permet de diminuer ce manque-là. Je dis essentiellement parce que aussi quand vous fumez, vous prenez une grande inspiration, vous bloquez la respiration et vous expirez. Cette technique, elle permet aussi de diminuer le stress. Et aussi souvent, les personnes, quand elles fument, par exemple au travail, elles vont prendre une pause dans le cadre de leur travail. Et c'est aussi la pause qui est relaxante, pas forcément le fait de fumer, mais le fait de prendre une pause. Et donc, la cigarette, elle diminue le stress dû au manque de nicotine et non le stress au quotidien. Alors, comme on fait cette présentation dans le cadre du mois sans tabac, imaginons que vous voulez arrêter de fumer. On va voir les effets de l'arrêt de la cigarette sur le stress. Donc, dans un premier temps, l'arrêt de la cigarette, ça provoque un niveau de stress plus élevé à cause du manque de nicotine. Ce niveau de stress, il peut être géré grâce aux substituts nicotiniques qui vont vous aider à avoir la nicotine et donc qui va diminuer le stress lié au manque. Vous aurez moins de manque avec les substituts nicotiniques. Et bonne nouvelle, après quelques semaines d'arrêt de la cigarette, les personnes, elles rapportent un niveau de stress moins élevé qu'auparavant. Donc elles sont moins stressées que quand elles fumaient. Donc si on pouvait résumer un peu cette présentation, ce qui est bien de retenir en fin de compte, c'est quand les personnes sont stressées, elles vont avoir tendance à plus fumer. Et le fait de fumer, eh ben, ça va tendance à plus les stresser. Donc en fin de compte, c'est un cercle vicieux. C'est quelque chose qui s'entretient, ces deux liens. Imaginons que vous voulez arrêter de fumer. Du coup, ce serait intéressant de savoir comment est-ce que vous pourrez gérer le stress autrement que par la cigarette. Et pour cette partie-là, je vais laisser ma collègue Sandrine Charnier vous présenter les différentes méthodes de gestion du stress. Alors, oui, déjà, comment gérer le stress? Ça, c'est vrai que c'est une question qui est très, très importante. Alors, l'objectif, ce n'est pas d'éliminer le stress. Il faut bien avoir conscience que finalement, le stress fait partie de notre vie. Donc, on ne peut pas éliminer le stress, on ne peut pas éliminer ce qui nous stresse. Mais par contre, on peut apprendre à devenir de bons stressés. Donc ça va être l'objectif. Comment on apprend à devenir de bons stressés? La difficulté, c'est qu'il faut bien avoir en tête qu'une problématique de stress, c'est comme une problématique, on va dire, d'un iceberg. Le stress, ça va être ce qui va être au-dessus de l'iceberg. Donc, on va avoir ce qui est en dessous. Donc, l'objectif, quand on apprend à gérer le stress, n'est pas tout simplement de mettre un pansement, mais d'aller soigner cette blessure. Donc, quand on va apprendre à gérer le stress, ça va nécessiter de se poser un certain nombre de questions. Finalement, qui suis-je? Qui suis-je réellement? Où vais-je? Donc ça, c'est deux grandes questions qui vont être importantes, mais qui vont
aussi soulever d'autres questions. Quelles sont mes valeurs propres, mes valeurs personnelles, quelles sont mes racines, mon socle de base, qu'est-ce qui me construit. Donc après, quels sont mes objectifs personnels, mes objectifs familiaux, sociaux, professionnels. Qu'est-ce qui me stresse d'habitude? Qu'est-ce qui me stresse généralement? Et qu'est-ce qui me permet d'être moins stressée? Donc ça va être déjà les grandes questions, apprendre à se connaître, puisque notre objectif n'est pas de mettre un pansement sur une blessure, mais d'aller soigner cette blessure. Donc il faut vraiment avoir en tête l'ensemble de ces questions, puisque quand on va travailler sur la gestion de stress, on va obligatoirement aller remuer ces questions. On va aller voir le dessous de l'iceberg. Donc, avant même de parler de gestion de stress, on va aussi parler d'hygiène de vie. Parce que finalement, ce qui nous stresse aussi, ça va être notre façon de vivre, notre hygiène de vie. Donc effectivement, ça va s'interroger sur la consommation toxique. Quelle est ma consommation d'alcool, de tabac, de médicaments, d'amphétamines, de cocaïne, de cannabis, de café. En fait, tous ces éléments qui vont favoriser, qui vont augmenter notre stress. Comment je mange? Quelle est mon alimentation? L'alimentation va jouer. Donc, il est important effectivement de se poser ces questions et peut-être de retravailler sur son alimentation. Le sommeil. Finalement, comment je dors? Est-ce que je vais coucher à 2 heures du matin? Ou est-ce que je vais coucher à 7 heures du soir? Comment je vais dormir? Quelle est ma literie? Dans quelles conditions je dors? Donc là, c'est une question aussi à se poser. Et le temps d'écran. Combien de temps je reste devant mon écran? Est-ce que le soir, finalement, je reste dans mon lit et puis je regarde mon écran, mon smartphone pendant 2-3 heures? Donc là, c'est une question à se poser et c'est obligatoirement quelque chose qui va être important à régler. L'activité physique aussi, mais tout comme les activités de loisirs, savoir se consacrer un temps pour soi, ce temps qui va être indispensable, qui va nous apprendre à gérer notre stress. Donc, peut-être une formule à garder à l'esprit, c'est qu'il existe de toute façon un temps pour chaque chose et chaque chose en son temps. Ça va être finalement le point à garder en mémoire lorsqu'on va parler de gestion de stress. Alors, si on reprend ce fameux triangle de tout à l'heure, on a bien compris que finalement, nos pensées sont liées à nos émotions et sont liées à nos actions, à nos comportements. Donc, l'un influence l'autre, qui va influencer l'autre, et ainsi de suite. Donc, quand on va apprendre à gérer le stress, on va essayer d'agir sur ces 3 domaines, le domaine des pensées, le domaine des émotions et le domaine des actions. Nous, on va aller voir finalement ce qu'on peut faire dans les actions. Comment, de par nos actions, on peut gérer notre stress. Donc déjà, une technique qui est fort intéressante, ce qu'on appelle la résolution de problèmes. Donc je vous ai dit tout à l'heure que quand on parle de gestion de stress, on a un certain nombre de questions à se poser. Donc en clair, certaines situations vont être cause de stress. Donc une des questions à se poser, une fois qu'on a identifié notre situation, qu'on a identifié quelle situation nous stresse, de poser ce problème. Et ensuite d'aller réfléchir en termes d'objectifs. Donc cette situation me stresse. Par exemple, je dois rendre un travail. Le fait de rendre ce travail me stresse parce que j'ai des limites de temps. Donc maintenant, je vais essayer de me formuler des objectifs réalistes. En clair, combien de temps il me faut pour réaliser ce travail? Et je vais essayer de découper ce travail pour mettre en place des objectifs qui soient réalistes et accessibles. Ensuite, une fois que j'ai déterminé ces objectifs, on va essayer de voir comment on fait. Comment je fais pour atteindre ces objectifs? Et c'est là où on va déterminer différentes solutions possibles, ce qui va nous amener à prendre une décision et à choisir. Et ensuite de mettre en place cette solution, d'évaluer les résultats et ensuite de se dire effectivement, cette solution a été bonne, je peux la réappliquer ou cette solution ne m'a pas convenu et je vais changer de solution. Donc je vous ai dit tout à l'heure, gérer le stress, ça suppose se poser des questions. On ne peut pas gérer notre stress avec une baguette magique. Ça va vraiment nous imposer à nous poser des questions sur nous-mêmes. Donc là, on est dans le domaine des actions.
Donc, face à une situation problème. Mais allons un petit peu plus loin. On va parler du temps. Le temps, souvent, on a tendance à courir après, il a tendance à nous fuir entre les doigts, il a tendance à nous échapper. Donc, de par nos actions, il va être important, finalement, de tenir un agenda, d'être au clair. Cette semaine, comment j'organise ma semaine? De prévoir à l'avance ce que j'ai envie qu'il soit fait, en laissant une place, finalement, aux imprévus ou aux alternatives. En clair, notre agenda devra comprendre un équilibre entre des activités d'obligation et des activités de loisir ou de plaisir. Parce que si on a trop d'activités d'obligation, on va remplir trop notre mal de stress. Et du coup, obligatoirement, on va augmenter cette sensation de stress et de mal-être. Donc l'objectif est d'équilibrer ces activités qu'on nomme les activités de plaisir et les activités d'obligation. Pour ça que l'agenda est indispensable. Sans agenda, il est difficile d'avoir une vision. Après, on va aussi avoir la technique de ce qu'on appelle une tâche à la fois. En clair, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. L'objectif est de rester sur une chose, pas tout en même temps. Parce que quand on essaye de faire plusieurs choses en même temps, on va augmenter notre sentiment de précipitation et obligatoirement, on se sent moins bien, on réussit moins bien, on diminue l'estime de soi et là, on va augmenter notre sensation de stress. Donc, effectivement, quand on fait quelque chose, on en fait une. On n'en fait pas plusieurs en même temps. Si je dois travailler sur quelque chose, je ne me mets pas en même temps devant la télé, en même temps à garder les enfants et en même temps à répondre à mes SMS. Ce n'est pas possible. Donc, en fait, on reste sur une tâche à la fois. Donc, c'est ce qui va rejoindre ce qu'on appelle la technique de l'ici et maintenant. Effectivement, on se concentre sur le moment présent et non pas sur le passé ni sur l'avenir, on reste sur le moment présent. Un autre point, on sait que finalement le stress est lié aussi et beaucoup à notre façon d'interagir avec les autres, notre façon de communiquer avec les autres. On sait que ce n'est pas toujours évident de dire ce qu'on pense ou ce qu'on voudrait, et du coup on peut avoir tendance à s'enfermer. Quand on s'enferme, on fonctionne un petit peu comme une marmite. À un moment donné, cette marmite, elle va exploser. Donc notre objectif par les actions est d'apprendre à communiquer, apprendre à s'affirmer. C'est-à-dire quand on s'affirme, on apprend à dire le plus directement possible ce que l'on pense, ce que l'on veut, mais aussi ce que l'on peut ressentir, tout en étant à l'écoute de ce que l'autre pense, veut et ressent. C'est vraiment trouver cet équilibre entre le respect de soi et le respect de l'autre. Donc, je peux dire à l'autre, mais je le respecte et je l'entends. Donc, je peux dire non à l'autre tout en comprenant sa demande. Je peux lui demander quelque chose tout en comprenant qu'il refuse. Je peux lui dire que ça ne va pas tout en comprenant aussi qu'il le prenne mal. Et je peux entendre aussi que ça ne va pas de mon côté. Donc, la communication, le relationnel va être extrêmement important. Donc là, on était dans le domaine des actions. Après, l'action, c'est une chose. Le problème, c'est que notre pensée, on va voir, est toujours présente. Il est quand même compliqué d'arrêter notre système de pensée. Prenons un exemple. Vous voyez, il y a ce bel ours blanc. Ours blanc, une maman avec ses deux petits ours blancs. L'ours blanc, finalement, c'est un animal qu'on peut se représenter facilement, qu'on peut avoir à l'esprit. Et je vais vous demander, pendant 15 secondes, de surtout ne pas penser à cet ours blanc. Je vais vous demander de fermer les yeux et de ne pas penser à cet ours blanc, pas un instant. Alors, il est fort probable que ce qui s'est passé durant ces 15 petites secondes, votre pensée a été d'une certaine manière un peu envahie par l'ours blanc. Que peut-être que vous avez dit « Ah non, 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 je ne vais pas y penser, je ne vais pas y penser ». Mais rien qu'en vous disant « Je ne vais pas penser à cet ours blanc », votre pensée comprenait la pensée de l'ours blanc. En fait,
plus on essaye de lutter contre notre pensée, plus on essaye de ne pas penser et plus on va y penser. Ça va être toute la problématique de la pensée. Plus on essaye de ne pas penser à ce qui nous stresse, et plus finalement on va y penser et plus on va être stressé. Alors, comment on fait avec notre système de pensée? Alors, vous avez sans doute entendu parler de la méditation. Donc, la méditation, ça va être un état dans lequel la personne peut se retrouver, donc un état de conscience qui va consister tout simplement à porter intentionnellement notre attention au moment présent sans aucun jugement sur l'expérience du moment. Porter attention à ce qui se passe et ne pas rentrer en lutte. J'ai cette pensée de l'ours blanc dans ma tête, d'accord, je ressens que ça m'énerve, je ressens qu'effectivement ça me donne peut-être un petit peu une montée du rythme cardiaque, peut-être que, voilà, je le sens, mais je ne rentre pas en lutte. C'est ce que va apporter la méditation. La méditation, ce n'est pas de la relaxation. On aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure. La méditation, c'est vraiment être pleinement attentif à ce qu'on est en ce moment, à ce qu'on ressent en ce moment. C'est vraiment porter intentionnellement son attention sur ce qui est. Effectivement, en faisant ça, ça va permettre de développer une ouverture, mais aussi de se désidentifier de nos ruminations mentales. Mais on verra qu'effectivement, lorsqu'on médite, ça devient compliqué parce que nos pensées veulent rentrer. Comme dans le cadre de l'ours blanc, nos pensées veulent venir. Et la méditation va permettre de se dire, ok, j'ai cette pensée, j'accepte d'avoir cette pensée. Donc ça, c'était la méditation. On a d'autres thérapies, qui est ce qu'on appelle la thérapie LACT, d'acceptation et d'engagement, qui va nous permettre d'aller plus loin dans le fait d'accepter qu'effectivement, il y ait ces pensées. Alors déjà, une des premières méthodes, ça va être d'arrêter d'éviter. Parce que quand on évite une situation qui nous stresse, en fait, on va augmenter notre stress de nouveau à cette situation qui va venir. Donc l'objectif, c'est d'arrêter d'éviter, de se confronter à cette situation. Donc l'autre point, c'est ce qu'on va appeler l'acceptation. Accepter tout simplement que les choses sont, que nous ne pouvons pas les changer forcément. Alors ça ne veut pas dire se résigner, ça veut dire accepter finalement ce que nous ne pouvons pas changer, tout en essayant de changer ce qu'on peut changer. Ça veut dire aussi respecter ses propres valeurs, se mettre en cohérence avec ses valeurs pour pouvoir mettre des actions engagées avec ses valeurs. Vous voyez, on retourne un petit peu à notre point de départ, notre dessous d'iceberg, bien se connaître, quelles sont ses valeurs pour pouvoir toujours être en cohérence avec soi-même, toujours en étant dans le moment présent. Mais ça veut dire aussi apprendre à s'auto-observer. Comment je fonctionne? Et puis apprendre aussi que c'est pas parce que je pense d'une certaine façon que je suis. C'est pas parce que je pense que je suis stressée que je suis obligatoirement quelqu'un de stressé. En fait, l'objectif, c'est de ne pas être sa pensée, de bien comprendre qu'une pensée n'est qu'une pensée. Les pensées, ça se travaille. Et là, il va être important de retourner à sa propre identité. Je ne suis pas ma pensée, mon identité n'est pas ma pensée. Donc l'objectif, par l'acceptation et l'engagement, c'est de travailler notre flexibilité psychologique, c'est-à-dire notre capacité à être pleinement conscient, pleinement présent à ce qui est, tout en étant guidé par nos valeurs. Donc là, effectivement, on est dans la thérapie d'acceptation et d'engagement. Comment travailler ces pensées aussi? On va parler de restructuration cognitive. Dans la restructuration cognitive, on va questionner ces pensées. Finalement, je me rends compte qu'effectivement, quand je suis dans cette situation de stress, j'ai une pensée qui arrive qui me dit, je prends un exemple,
je ne suis pas capable, je ne me sens pas capable, je n'y arriverai pas. Et donc, on va questionner ces pensées parce qu'on va qualifier cette pensée comme une pensée dysfonctionnelle ou une pensée limitante, une pensée qui va augmenter mon niveau de stress. Et je vous rappelle que tout à l'heure, on a dit « je ne suis pas ma pensée ». Donc, ce n'est pas parce que je pense que je ne suis pas capable que ça veut dire que je ne suis pas capable. Donc, on va questionner nos pensées. On peut se poser des questions, finalement, si je continue à penser que je ne suis pas capable, qu'est-ce qui va se passer dans 10 minutes, dans 1 heure, dans 2 jours, dans 1 an? Comment je vais évoluer? Et puis finalement, deuxième question, est-ce que cette pensée « je ne suis pas capable » est un fait précis ou une interprétation de mon esprit? Et là, on voit qu'effectivement, on n'est plus sur le cadre d'une interprétation personnelle de moi-même. Et puis si c'était un ami qui me tenait ce raisonnement, qu'est-ce que je lui dirais? Finalement, est-ce que moi, je ne suis pas en train de me juger plus sévèrement que ce que je ferais pour un autre? Et puis si on fonctionnait en termes de pourcentage, sur 100, à combien suis-je d'accord avec le fait que je ne suis pas capable? Et on va voir que finalement, peut-être que je suis d'accord à 80%. Ok, je suis d'accord à 80%, ça veut dire qu'il y a 20% pour lesquels je ne suis pas d'accord. Et pourquoi je ne suis pas d'accord sur ces 20%? Si on allait les explorer, si on allait les faire grandir, ces 20%. Et puis maintenant, quelles sont les autres pensées qu'il peut y avoir de cette situation? Quelles sont les autres interprétations? Si cet ami me disait « je ne suis pas capable de faire ce travail », qu'est-ce que je lui dirais? Et est-ce que je pourrais me dire la même chose à moi? Et puis allons, au pire de pire. Au pire de pire, le scénario catastrophe. Si vraiment je ne suis pas capable, est-ce que c'est grave? Est-ce que ma vie, finalement, va s'en trouver complètement chamboulée par rapport à ça? Et là, voilà, c'est ce qu'on appelle la restructuration cognitive. Questionner ses pensées, les remettre en question pour que cette pensée qui est dysfonctionnelle dans cette situation et qui est source de stress, puisse être remise à un niveau qui soit plus fonctionnel et plus en rapport avec la réalité. Donc là, on a vu le domaine des pensées. Maintenant, allons voir plutôt un petit peu maintenant du côté émotionnel. On a vu que le stress, il bouleverse beaucoup nos émotions, et sur les émotions aussi, on peut agir. L'une des méthodes, la plus simple, va être la relaxation. Alors, pourquoi la relaxation, finalement, nous permet de se sentir plus détendu? Tout simplement, comment expliquer que la relaxation permet d'agir sur le stress? Tout simplement parce que la relaxation apporte un état physiologique qui va être antagoniste au stress, c'est-à-dire un antagoniste qui va apporter des réponses qui sont carrément à l'opposé du stress. Donc c'est pour ça que la relaxation va être très intéressante dans un moment de stress, mais aussi en apprentissage. Alors, on a comme ça plusieurs sortes de relaxation. On va retrouver le training autogène de Schulz, qui est surtout une méthode qui est fondée sur des inductions calmes. On va retrouver la relaxation musculaire de Jacobson, qui est une relaxation où on va apprendre à détendre les muscles par la contraction des muscles. On va retrouver des techniques de sophrologie, plus dynamiques parfois, des techniques de respiration, puis après, on va retrouver du yoga, du zen ou d'autres méthodes qui sont toujours intéressantes, sachant qu'il n'y a pas une méthode qui fonctionne. Tout va dépendre de la personne. En fait, on est tous plus ou moins sensibles à une méthode et il est important des fois d'essayer les différentes méthodes pour voir à laquelle je suis le plus sensible, laquelle me convient le mieux. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse ensemble un petit exercice de respiration. Petite technique qui est fort intéressante. Alors, si vous voulez bien, je vais vous demander de vous mettre bien en position sur votre siège. Alors, soit au bord de la chaise pour avoir le dos plutôt droit, ou alors plutôt pas contre le dossier. Si vous avez mal au dos, ça peut être mieux. Donc, les mains posées sur les cuisses. Donc,
On peut détendre un petit peu les épaules. Alors, vous pouvez fermer les yeux si vous voulez ou les laisser ouverts ou regarder environ à 1,50 m devant vous en direction du sol, comme vous le sentez. Donc voilà, et vous allez vous centrer sur votre respiration. Prenez bien conscience de l'air qui rentre par vos narines et de l'air qui en ressort. Sentez bien la différence entre ces deux airs. L'air qui rentre est plus frais, alors que l'air qui en ressort est plus chaud. Prenez un temps pour bien sentir cette respiration, sans rien changer, tout en la laissant naturelle. Puis maintenant, vous allez poser la main sur votre ventre, juste un petit peu en dessous du nombril. Puis vous inspirez et vous gonflez votre ventre. Puis vous expirez tout doucement. Vous laissez votre ventre rentrer. Et on reprend, vous inspirez et vous gonflez votre ventre. Sentez bien votre ventre qui se gonfle avec votre main. Puis vous expirez et vous laissez votre ventre rentrer vers l'intérieur. Continuez cette respiration en sentant bien les mouvements de votre ventre. Puis maintenant, vous pouvez reposer la main sur votre cuisse. Puis vous inspirez, vous gonflez votre ventre. Vous faites monter l'air le plus haut possible vers la poitrine, vers les épaules. Vous bloquez tout un instant. Puis vous expirez tout doucement, la bouche légèrement entrouverte, comme si vous souffliez dans une paille. Videz l'air au niveau des épaules, de la poitrine, du ventre. Et on reprend. Vous inspirez, gonflez votre ventre, vous faites monter l'air dans la poitrine vers les épaules. Vous bloquez tout un instant, puis vous expirez tout doucement, le plus lentement possible. On reprend. Inspiration, blocage, expiration. On reprend. Inspiration, blocage, expiration. Et continuez un petit instant comme cela à votre rythme, en sentant bien ce que produit cet exercice en vous. Puis maintenant, vous allez prendre une profonde inspiration et souffler d'un seul coup très fort par la bouche. Vous pouvez recommencer une autre fois. Puis vous pouvez tout doucement rouvrir les yeux, bouger les mains, les bras, les cuisses. Vous frottez légèrement les cuisses, les bras et vous étirez un peu. Alors, comment ça a été pour vous ?
Alors, on va terminer par cette histoire que j'aime beaucoup. Tout à l'heure, on a parlé de valeurs. On va parler maintenant des gros cailloux de la vie. Finalement, c'est un peu comme des valeurs. En fait, c'est un sage qui prend un bocal devant ses étudiants et qui le remplit avec les gros cailloux. Puis il demande à ses étudiants, est-ce que ce bocal est rempli? Les étudiants disent, bah oui. Donc, le sage prend des petits graviers et remplit le bocal. Il dit, bah non, vous voyez, il y a encore des graviers. Est-ce que le bocal est rempli maintenant? Les étudiants disent, ah non, on a compris. Non, il n'est pas rempli. Il prend le sable et remplit le bocal qui va venir dans les petits interstices des cailloux et des petits graviers. Est-ce que le bocal est rempli? Les étudiants, maintenant, ils ont bien compris. Ils disent, bah non, le bocal n'est pas rempli. Donc, notre sage prend un pichet d'eau et remplit le bocal. Maintenant, cette fois, il est rempli. Et il dit à ses étudiants, quelle conclusion on peut en tirer de cette histoire? Les étudiants disent, bah, finalement, quand on pense qu'on n'a plus le temps, on a encore le temps pour faire des choses. Quand on pense que notre agenda est rempli, on peut encore refaire des choses. Et le sage leur répond, mais non, pas du tout. En fait, ce qui est important, c'est que dans ce bocal, il faut mettre en premier les gros cailloux, car si on remplit le bocal d'eau en premier, les gros cailloux ne pourront plus jamais rentrer. Voilà, c'est une histoire que j'aime beaucoup. Voilà, donc maintenant, on va passer un peu aux questions, si vous avez des questions. Alors, merci beaucoup pour votre présentation. On n'a pas de questions, on n'a pas eu de questions par ici. Donc, est-ce que vous avez des choses à compléter, des choses à redire que vous voulez, ou on conclut Bah, s'il n'y a pas de questions, on peut conclure. Hein. Ouais. D'accord. Effectivement, il n'existe pas de méthode magique pour la gestion du stress. Hein. Ce qui est vraiment important, c'est d'apprendre à se connaître et d'aller chercher ce qui nous correspond à nous. Oui, c'est ce qu'on se disait ici. En fait, c'est quelque chose de très individuel. Donc, peut-être que ça justifie aussi pourquoi on n'a pas de questions, parce que c'est personnel, comme vous venez de le rappeler. Mais en tout cas, voilà, il y a des remerciements qui arrivent, il y a des messages de remerciements qui arrivent. Merci à vous pour votre intervention. Et puis, on va conclure du coup. Pour l'accueil. Merci. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée. Merci. Au revoir.